Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 18 juillet 2013, le procureur de la République qui s'autosaisit au sujet du trafic présumé de drogue au plus haut sommet de la police nationale. La première partie de ce journal est consacrée au feuilleton déclenché par ces accusations du commissaire Keïta contre le directeur général de la police sénégalaise. Atmosphère électrique à l'agence Sénélec de Sacré-Cœur. La qualité du service irrite les abonnés. Le responsable se décharge sur le réseau informatique. L'appel à l'aide des populations de Grand Médine. La pluie d'hier a dressé un décor qui a réveillé le spectre des sinistres de l'année dernière. Le Mandela Day célébré à travers le monde entier. Nelson Mandela, 95 ans, est toujours hospitalisé. Ses proches affirment que son état s'améliore. Et puis l'invité de cette édition, Maître Ousmane Sey, qui aborde avec nous ce soir les contours des eaux troubles du trafic de drogue qui éclabousse la police nationale. Les accusations de trafic international de drogue dans la police sénégalaise. Le feuilleton se poursuit. L'autosaisine du parquet et le projet d'une question orale du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar domine ce nouvel épisode. Compte tenu de la gravité des accusations du commissaire Keïta contre le directeur général de la police nationale, Moustapha Diakhaté, souhaite que cette affaire soit élucidée et ce, dans les meilleurs délais. Un récit de Fatima Ba. L'affaire de trafic de drogue qui secoue la police sénégalaise est désormais entre les mains du procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye s'est autosaisi de ce dossier pour essayer de tirer les choses au clair et situer les responsabilités. Il tentera de percer le mystère de l'Office central de répression du trafic international des stupéfiants OCRTIS dévoilé par le commissaire Cheikhna Sadibou Keïta. Cette décision du parquet de prendre en main ce dossier satisfait les revendications de certaines ONG et citoyens pressés que le dossier soit vidé rapidement. Toujours par rapport à cette rocambolesque histoire de trafic de drogue qui mouille le directeur général de la police nationale Abdoulaye Niang, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar Moustapha Diakhaté va introduire une question orale à l'Assemblée nationale pour interpeller le ministre de l'Intérieur, le général Pathé Seck, sur cette affaire. Ces accusations du commissaire Keïta ont créé une onde de choc au sein de l'opinion sénégalaise. Pourtant, ce n'est pas du tout la première fois que de hauts gradés franchissent la ligne rouge au Sénégal, comme sous d'autres cieux. Ababakar Tounkara. L'information a fait l'effet d'une bombe. Deux hauts gradés de la police nationale impliqués dans un trafic de drogue. La source est de taille. L'ex-directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS, le commissaire Cheikhna Keïta, accuse le directeur général de la police, Abdoulaye Niang, d'être un baron de la drogue. Mais des documents relayés par la presse incriminent plutôt le premier nommé d'entretenir des liens avec des trafiquants nigérians, ce qui lui aurait même valu sa place à la tête de l'OCRTIS. Une situation qui décrédibilise la réputation de la police sénégalaise. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une affaire de drogue éclabousse des autorités sénégalaises. Ainsi, on se rappelle ce curieux décret de l'ex-président Wade pris juste avant la passation de service avec Macky Sall pour gracier Johanna Susanna, une ancienne garde du corps de Madame de Klerk, ex-première dame d'Afrique du Sud, condamnée à 10 ans de travaux forcés pour trafic international de drogue. Pourtant, ce cas n'est pas une spécificité. Des événements similaires ont eu lieu dans d'autres sphères. Que dire de la Guinée-Bissau qui, en avril de cette année, était au cœur d'une grosse affaire de trafic de drogue qui avait même vu l'arrestation par les agents de la Drug Enforcement Administration DEA des États-Unis du contre-amiral en retraite José Américo Bubo Nachuto, accusé d'être un des principaux trafiquants de drogue de l'Afrique de l'Ouest. Il sera finalement exfiltré vers New York pour y être incarcéré. Le Mali ne fait pas exception à la règle. On se rappelle encore de l'épisode Air Cocaïne en novembre 2009 où un Boeing 727 transportant une grosse quantité de cocaïne avait atterri à Sinkrebaka dans le Sahara au nord du Mali. Cette histoire, qui avait vu l'intervention de l'armée française, aurait impliqué de hautes autorités maliennes dont le maire de Tarkin, Baba Ould Cheikh. Le cas de la France où en 2011, le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, Michel Néré, a été mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens, violation de secrets professionnels. Un scandale qui avait secoué la France avec l'implication de cette icône de la police française. Des liaisons douteuses entre trafiquants de drogue et hommes de loi ne datent pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous du baron nigérian John Obi Michael, dont le traitement carcéral a coûté son poste à un régisseur de prison, sans doute le cas le plus célèbre dans le genre.
John Ezeyadi Obi, il s'agit de ce ressortissant nigérien condamné à 7 ans de prison pour trafic international de cocaïne. Le mis en cause a été arrêté dans la station balnéaire de Saly Portudal avec 21 kg de drogue dure répartie en 89 boulettes et 20 briques le 14 juin 2007. Par la même occasion, les gendarmes ont décelé lors de leur perquisition faite dans l'une des 11 chambres occupées par John Obi dans un hôtel de la place 9 billets d'avion. Plusieurs devises en euros, dollars américains, ouguéas, francs guinéens ont été trouvés par les Pandores. En première instance, le ressortissant nigérien a été condamné à 7 ans de prison contre 5 ans ferme pour ses co-détenus, dont la béninoise Emilienne Gandounou et Ernesto Anovo Analiefo. Le jeune Obi a été transféré vers la prison de Saint-Louis. Le locataire du quartier pénitentiaire de Saint-Louis va passer 10 années derrière les barreaux, alors qu'il n'a pas fini de purger ses 7 ans de prison pour trafic de cocaïne. John Obi a de nouveau écopé 3 ans pour tentative de blanchiment d'argent, en plus de 468 millions d'amendes. En effet, John Obi, qui n'a pas fini d'en découdre avec la justice sénégalaise, était pris en possession de 125 millions de francs CFA à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il avait transigé avec la douane qui lui a pris 70% de la somme correspondante. Trafic international de drogue, des accusations graves du commissaire Keïta contre le patron de la police nationale Abdoulaye Niang, un véritable coup de Trafalgar compte tenu de la position notamment des 2 hommes. Hadi Atala. En quelques mois, des événements ont secoué la police nationale. Parmi les derniers en date figure la balade du député Omar Sarr alors qu'il est sous le coup d'interdiction de sortie du territoire. Une négligence qui a coûté au commissaire de classe exceptionnelle Codé Meng son fauteuil de directeur de la police nationale. Son emplacement a entraîné des cafouillages sur le choix de la personne du commissaire Ibrahima Diallo, nommé puis dégommé. La casse au cœur de la capitale par des Tchantakoun qui a surpris les forces de l'ordre et même le président de la République a mis à nu la défaillance dans le dispositif de la police dans la prévention des émeutes. La liste des événements malheureux qui frappent la police n'est pas exhaustive. Récemment, le commissaire Amadou Toto Sarr, ancien chef de la police, a été interpellé dans le cadre de l'arraisonnement du bateau Defender, cité dans une affaire de trafic d'armes. Le commissaire Cheikhna Keïta, désormais ex-patron de l'OCRTIS, et qui accuse Abdoulaye Niang, le directeur de la police, d'être trempé dans le trafic intense de drogue et la goutte d'eau de trop. C'est une succession de scandales qui renseignent sur la santé défectueuse de ce corps d'élite en mal de popularité. Cette guerre n'honore pas la police et éclabousse un corps de métier mal en point. Avec nous sur ce plateau en fin d'édition, dernier chapitre du journal, Maître Ousmane Seye. Agence Sénélec de Sacré-Cœur, les abonnés désapprouvent la qualité du service, une lenteur insurmontable à leurs yeux. S'y ajoute un manque de considération, soutient-il un dialogue de sourds avec le responsable qui, pour sa part, incrimine plutôt le réseau informatique. Agence Sénélec Sacré-Cœur, les clients crient le ras-le-bol pour cause ils ne parviennent pas à payer leur facture d'électricité. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on vient pour payer donc, des factures. Mais il y a un problème qui se pose parce qu'on dure, on retrouve des gens qui sont là depuis 6 heures du matin, on retrouve des gens qui sont là depuis 48 heures qui ne peuvent pas payer. On ne nous informe pas, on ne sait pas si c'est un problème interne par rapport au réseau informatique. Mais ce que j'ai semblé constater quand j'étais à l'intérieur tout de suite, parce que jusqu'à présent je n'ai pas encore payé, c'est qu'à tout moment il y a des chutes de tension. Donc je veux dire que même eux, ils ne sont pas, je ne sais pas s'ils sont hors délestage ou pas, mais on a des problèmes d'électricité à l'intérieur. Et je me dis que bon, s'il y a ce problème-là, les machines aussi vont suivre. Donc ce qui fait que peut-être il y a les machines qui se plantent, mais quand on n'informe personne, on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe. Mais vous voyez, on est confronté à beaucoup de problèmes ici. On est là depuis 9 heures pour payer une facture. On reste là pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps pour payer une facture. Vous voyez que ce n'est pas normal. Donc moi, je demande aux autorités de la Sénélec quand même de prendre des mesures par rapport à ces situations-là. Ces clients dénoncent aussi le manque de considération des gérants de l'agence qui n'ont pas jugé utile de leur expliquer le fond du problème. Il n'y a même pas eu d'explication quand même, mon cher. Pour payer une facture d'électricité, attendre pendant des heures et des heures pour payer. Quelqu'un qui vient de chez lui pour amener de l'argent pour payer. Alors qu'il attend pendant des heures et des heures pour payer. Quoi, et ils ne vous ont même pas expliqué? Rien du tout, il n'y a même pas eu d'explication quand même. Ce problème serait lié à un réseau informatique défectueux, mais le chef d'agence n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Il nous a même refusé l'accès aux locaux de l'agence.
Établissement hospitalier Abass Ndao de Dakar, le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux dénonce la gestion de l'établissement, une gestion que le SUDTM qualifie de gabégique et même de nébuleuse. Argument monté de toutes pièces pour échapper à la rigueur imposée par le directeur. C'est du moins l'explication du directeur de cet établissement. À l'origine du mouvement d'humeur, le directeur. Selon les syndicalistes, ce dernier n'aurait pas respecté le protocole d'accord pour remédier à la crise sociale qui secoue l'hôpital depuis belle lurette. Aujourd'hui, l'hôpital Abass Ndao traverse une crise sans précédent. Et depuis le 28 février 2013, nous avions signé un protocole d'accord avec la direction. Ce protocole comprenait 18 points. Et aujourd'hui, à l'arrivée, aucun terme du protocole n'a été respecté. Le point focal de cette lutte, c'est les salaires. Nous sommes restés jusqu'au 18 du mois sans percevoir nos salaires. Tout le monde était au courant que l'hôpital Abass Ndao est très mal géré. Accusé d'avoir refusé de présenter et de valider le protocole à l'inspection du travail, le directeur de l'hôpital s'est dit surpris de ce mouvement d'humeur. Il déclare être au même titre d'information que le personnel sur les retards de salaire. Je m'occupe de la gestion budgétaire et le comptable s'occupe de la gestion de la trésorerie. Alors, les sources de recettes de notre hôpital viennent des activités de l'hôpital et de la subvention que nous recevons de l'État. Ces recettes et cette subvention sont entre les mains de l'agent comptable particulier. Alors, si on n'a pas payé les salaires jusqu'à présent, ou bien si la gestion est nébuleuse, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut aller voir. Au niveau de l'établissement, moi je n'ai pas l'information financière et je m'en suis plaint à qui de droit. Je n'ai pas été payé, je suis au même niveau. Pourquoi on n'a pas payé jusqu'à présent, ça je suis incapable de vous le dire. Mais dire mauvaise gestion, gestion nébuleuse, c'est des propos pour moi diffamatoires et auxquels je n'ai pas de réponse. Un procès verbal de non-réconciliation a été établi par l'inspection du travail. Le dossier se trouve auprès des juridictions compétentes, mais en attendant, un plan d'action sera déroulé. Il prévoit des assemblées générales hebdomadaires, un sit-in et au besoin une grève générale. Grand Médine appelle à l'aide suite à l'attaque des eaux hier. La pluie qui a laissé un décor qui réveille en effet dans leurs esprits le spectre des sinistres de l'année dernière. Des digues pour empêcher les eaux de pénétrer dans les maisons, que de vains efforts. Les habitants des HLM Grand Médine n'ont pas pu éviter cette situation ce mercredi. La pluie d'hier a envahi toute la maison. Tu vois, mon fils qui vient de Bombay a entamé les travaux pour pallier aux inondations. Comme chaque année, on n'est pas épargné des inondations. On est vraiment fatigué. Hier, il n'a pas beaucoup plu, mais j'ai dû fermer ma boutique. Il a suffi de quelques millimètres d'eau tombée sur Dakar, accompagnée de coupures d'électricité pour installer la psycho chez les habitants. Un bébé s'est noyé l'an dernier chez moi. À chaque fois que les nuages s'assombrissent, j'ai peur. On ne sait plus à qui s'adresser. J'étais en route pour Pékin, mais j'ai dû rebrousser chemin par crainte, car j'avais peur que mes petits-enfants se blessent. L'année passée, un enfant s'était noyé dans les eaux de pluie. Ces riverains ne réclament qu'une assistance. Tout le quartier vient à notre chevet pour évacuer les eaux. On nous avait promis des canaux, mais en vain. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Le ministre en charge des inondations a annoncé que toutes les dispositions sont prises pour faire face aux eaux cette année, mais le spectre des inondations hante le sommeil des populations des HLM Grand Médine. Le Mandela Day célébré aujourd'hui à travers le monde. Nelson Mandela, 95 ans, toujours hospitalisé. Ses proches affirment que son état de santé s'est nettement amélioré. Un récit d'Amina Sow. C'est une foule qui s'est rassemblée devant la clinique où est hospitalisé Nelson Mandela. Un geste pour fêter les 95 ans de Madiba, héros de la lutte anti-apartheid. Le Mandela Days a ainsi célébré ce 18 juillet par l'ensemble des Sud-Africains, un anniversaire particulier qui coïncide avec l'hospitalisation de Nelson Mandela depuis juin.
Les Sud-Africains gardent toutefois espoir. Sa fille, au cours d'une interview télévisée, a indiqué que la santé de son père s'est améliorée. Il peut regarder la télévision avec des écouteurs. Il sourit aux membres de la famille et les salue même de la main. Toujours pour célébrer le Mandela Days, l'ONU a invité chaque citoyen à consacrer 67 minutes de son temps au service des autres en hommage aux 67 années de militantisme de Nelson Mandela. Et puis, le reste de l'actualité internationale, un récit de Suzanne Sek. Un des 28 candidats à la présidentielle du 28 juillet au Mali, Tchébile Dramé, a annoncé son retrait du scrutin hier. Artisan d'un accord de paix entre Bamako et la rébellion Touareg, il a vivement critiqué la France et pense qu'il ne respecte pas la dignité de son pays. 6 manifestants ont été tués en Inde lors d'une manifestation qui se déroulait devant un poste des forces de sécurité frontalières. Les faits se sont produits à 230 km de Srinagar, une ville à majoritaire musulmane. Le journaliste Henri Alleg est décédé ce mercredi à Paris à l'âge de 91 ans. Militant communiste, il est l'auteur de l'ouvrage La Question, dans lequel il dénonçait en 1958 la pratique de la torture par l'armée française en